J'ai essayé de faire entendre là, tant dans l'aria, le récitatif et l'aria de Doniana, qui termine donc ce que l'on vient d'entendre, que dans celui dont on avait déjà parlé il y a un mois, c'est le fait que il y a quelque chose qu'un interprète peut transmettre ou pas. Et c'est particulièrement évident au niveau des vocalises, dans la mesure où il y a un mouvement particulier qui anime. Plus exactement, la musique est animée par un mouvement particulier dont il importe que ce que l'on appelle la voix, sans trop savoir ce que ça veut dire, ce que l'on appelle la voix humaine, la voix du chanteur d'opéra, peut transmettre pour autant qu'il est animé, lui, par quelque chose. Il y a deux dangers quand il y a comme ça des notes, notamment des notes aiguës, c'est que ou bien l'interprète fasse son petit numéro, en disant se fasse plaisir, hein, et soit finalement à côté de ce qui est en jeu, c'est qu'il n'y a pas l'action dramatique qui l'habite, à ce moment-là, hein, l'action dramatique au sens drama du grec, hein, drama ça veut dire action, au sens où il y a quelque chose qui l'anime dans ce qu'il joue et dans ce qu'il chante, d'une part, notamment dans ce qu'il chante, et deuxièmement, la deuxième chose, c'est qu'il soit vraiment à côté, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas là, on pourrait dire. Il est là, mais il chante, c'est tout. Vous voyez que c'est pas simple du tout, puisque ça suppose plusieurs choses. Ça suppose effectivement que la voix qui chante soit préparée. Alors ça, c'est toute une question qui divise beaucoup les spécialistes, hein, parce que d'emblée, on touche à ce qu'on appelle la technique, et alors là, chacun pense qu'il a la meilleure technique, donc c'est très compliqué, hein, ça fait des histoires, c'est le cas de le dire. Bon, d'une part, et évidemment, chacun interprète ou entend à partir de ce qui est opératoire pour lui. L'opéra est tout à fait bien nommé là. C'est ce qui est opératoire, comme en psychanalyse. La psychanalyse est une expérience où il importe qu'advienne ce qui est opératoire. Opératoire. Bon. Et donc, vous voyez qu'il y a donc ces deux risques qui sont justement de ne pas prendre le risque d'être dans l'action dramatique. Alors, j'insiste là-dessus pour une raison, bien sûr, je vous parlais d'opératoire, de ce qui a été opératoire pour moi, ce qui continue de l'être, c'est-à-dire que ce que je vous dis aujourd'hui, mis à part un certain Ocar, qui en parle dans un livre sur Don Giovanni de Mozart, personne n'a souligné quelque chose que je vais essayer de vous dire. Pour autant que, et je crois que personne n'a pu le souligner, parce que ce n'est pas un discours universitaire, justement, ce que je vais essayer de vous dire. Donc je crois que pour pouvoir en dire un mot, il faut avoir une certaine expérience du chant lyrique. Ça ne veut pas dire forcément qu'on chante à l'opéra, hein. Ça veut dire qu'on a trouvé comment soi-même on fabrique ce que l'on appelle la voix lyrique. Et c'est différent pour chacun, comme dans la psychanalyse. Donc ça pose des vraies questions, surtout des questions d'actualité aujourd'hui, vous m'avez déjà entendu parler de ça. Bon. Alors, pour autant que pour faire entendre quelque chose de ça, c'est-à-dire quoi? Du fait que quand je chante,
il importe qu'il y ait une ligne de chant complètement horizontale, voire ascendante, c'est-à-dire que chantant sur l'expiration, je vais inspirer, je déroule la voix comme ça, je ne respire pas et je parle de telle façon que si je me mets à m'arrêter de chanter, je ne peux pas quand même inspirer, et ça repart. C'est-à-dire que je suis toujours dans une certaine position, il y a celle du chant, comme je parle là pour le moment, je respire, et hop, dès que je parle, donc dès que je chante, si je chante en poussant de bas en haut. Et c'est comme ça qu'on va obtenir une voix qui va pouvoir transmettre quelque chose de cette action intérieure, de ce drame, de ce dramatique qu'est la vie. La vie, bien sûr, c'est le drame, pas au sens commun du terme, bien sûr, mais autre chose. Bon. Alors, c'est pas tellement ce qu'on a pu entendre là. Hein, d'autant plus que vous avez pu remarquer, vous avez fait remarquer, que les notes aiguës, elles sont prises par-dessous. Mais c'est très compliqué pour arriver à les prendre par-dessus. Hein. Il faut vraiment pousser complètement, en poussant à partir des hanches, de telle façon que le diaphragme vienne faire monter avec beaucoup de pression l'air, que le larynx descende, qu'en même temps la trachée dans un tout petit orifice pour que, vous avez déjà remarqué que si vous faites passer de l'air dans un petit orifice, vous aurez un son aigu, si vous faites passer dans un plus grand orifice, vous aurez un son beaucoup moins aigu, voire grave. Donc tout ça, ça doit fonctionner. Il y a des notions d'anatomo-physiologie indispensables. Et en plus, il faut que tout ça se mette en place tout seul, parce que moi, quand je chante, il ne faut pas que je pense à tout ça. Bon. Autrement dit, c'est ça que je vais essayer de transmettre. Mozart, là on n'est plus avec Don Juan, on est avec Mozart. Mozart transmet là, tôt, on est à la fin du 18e, 1780, on n'est pas encore au 19e où il y aura tout ça, qui va être vraiment mis pris en compte. Mozart transmet là, en 1787-88, avec son Don Giovanni, plus particulièrement là pour moi, la 7e expérience, qu'il y a quelque chose chez l'être parlant, chantant, ce qu'on appelle chantant, il y a quelque chose qui peut réveiller et qui n'est pas de l'ordre du beau. Du beau comme ça. Qu'est-ce que c'est beau cette musique? Il n'y a rien, c'est désincarné. Par exemple les castrats. Il n'y a pas de cordes dedans, par définition. On peut aimer, c'est pas du tout c'est plutôt une critique des castrats, seulement pour essayer de se repérer dans tout ça. C'est très beau, c'est très très beau, etc. Mais il n'y a pas de vie, véritablement. Bien sûr qu'il y a de la vie. Hein. Or, ces moments-là, le moment de Mozart, c'est le moment des castrats. On est au XVIIIe siècle, et c'est le moment où les gens vont à l'opéra, notamment on raconte les femmes pour se pâmer devant les voix extraordinairement. Il n'y a pas de... Ça fait plutôt hypnose qu'autre chose. Or, l'important, c'est pas tellement d'hypnotiser par une belle voix, c'est de réveiller. C'est quand même autre chose qui est en jeu. Bon. Alors, vous voyez que dès qu'on part dans cette direction-là, avec l'opéra, donc ici avec Mozart, il y a bien sûr la question du livret, c'est de l'histoire. Et c'est très important que le livret, les mots du livret, certains mots soient à certains endroits chantés par tel auteur de la note. C'est-à-dire qu'il faut choisir les syllabes, voire les voyelles, pour que ça colle mieux à certains moments. Donc ça, c'est tout l'art du librettiste qui va travailler avec le compositeur. Pour que dans les aigus, il vaut peut-être mieux qu'il y ait telle voyelle que telle autre. Et ça dépend en plus du moment. Ça dépend de ce qui est engagé. Hein. Tout ça pour vous dire que il y a dans les mots, mais pas au niveau du sens, pas au niveau du sens, quelque chose dans le son des mots, ce qu'on va appeler avec Lacan la signifiance. C'est au-delà du sens, il y a quelque chose qui participe à ce que Saint Augustin appelle la jubilation. Saint Augustin, ça nous ramène au 3e, 4e siècle. Hein. Donc c'est loin. Hein. Saint Augustin parle de la jubilation à propos du mélisme. Il y a finalement des vocalises. Et vous allez trouver ça dans le grégorien, après, plus tard. Hein.
Alléluia, Kyrie eleison, etc. On trouve ça, tout ça dans les grec. Mais il n'y a pas cette dimension de... Si vous écoutez les moines, de Solem ou ailleurs, vous n'allez pas trouver ce que j'essaie de vous dire. Dire que c'est beau. C'est beau, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui rend compte de la grandeur et de la beauté, de la souveraineté de Dieu. C'est fait pour ça. Hein? Alors que là c'est pas de ça dont il s'agit, justement. Il s'agit pour Elvire, pour Doniana, et j'en reviens à Don Giovanni de Mozart, j'insiste bien, le Don Giovanni de Mozart a quelque chose d'essentiel. Il y a eu d'autres Don Giovanni à l'opéra, hein. Il y en a un qui a été joué juste avant à l'opéra de Venise, hein. Mais bon, je crois que je vous en ai déjà parlé un peu, je le laisse de côté, hein, parce que Mozart c'est quand même pas rien, hein. Bon. Mais il y a quelque chose dans, comment il faut appeler ça, dans la musique de Mozart, chantant la voix humaine, il y a effectivement quelque chose qui transcende, mais pas au sens du beau, au sens de, alors on va dire peut-être de l'exaltation, pourquoi pas. Je crois qu'il faut prendre des termes encore plus forts, la phosphorescence. Il y a quelque chose qui est ce tourbillonnement de la vie que vous avez pu entendre dans les arias. Hein. Eh bien, ceci met en direction de ce qu'avec Lacan on appelle le réel, et de ce qu'il a, sur quoi il a beaucoup insisté, qui est la question de la signifiance et du signifiant. Il n'y a pas à demander aux chanteurs d'opéra de connaître tous ces éléments-là, c'est pas le problème. Je les connais parce que c'est ma trajectoire, c'est pour ça que je peux en dire un mot. Hein. Mais ni à Mozart de le connaître. Mais ça montre qu'il y a bien quelque chose qui, au niveau de la musique, hein, de la musique chantée par la voix humaine, et je ne parle pas de la musique de chambre, là, hein, la musique chantée par la voix humaine, qui dépasse toute action théâtrale. Et c'est important parce que on en est un peu actuellement dans la situation où, par exemple, on ne peut pratiquement plus donner des opéras de Verdi du XIXe siècle. C'est une vraie question, parce qu'il n'y a personne pour les chanter. Alors on les donne, mais c'est vraiment... Récemment, il y a eu La Force du Destin, l'opéra de Paris. Bon. Il n'y a plus les voix... Tout ça pour montrer que le drame, l'action dramatique dont je parle, il faut que ça soit porté par un corps, et par un corps qui puisse le faire, c'est-à-dire quelqu'un qui a passé 5, 6, 7, 8 ans à travailler tous les jours sa voix, et quelqu'un qui au départ avait déjà des potentialités. Enfin, c'est l'éternelle question de ce qu'il en est pour transmettre cette planète Verdi. La planète Verdi maintenant, or, Verdi c'est autre chose que Wagner, je vais laisser de côté Wagner, on en parlera peut-être un jour, hein. Mais Verdi, c'est vraiment au 19e, et il me semble que c'est quand même au 19e, après il y aura Puccini, il y aura bien sûr Verdi à ce moment-là, hein. Bon, il y a aussi l'opéra vériste qui apparaît, etc. Puis avant Verdi, il y a tous les belcantistes, etc. Hein. Mais Donizetti, Bellini, etc. Mais au moment de Verdi, c'est-à-dire entre 1840 et 1890 à peu près, hein, pour situer un peu les choses, il y a quelque chose, et vous pouvez remarquer que c'est à ce moment-là quasiment que naît la psychanalyse, il y a quelque chose de particulier qui saisit l'humain. C'est pas de l'histoire que je fais là, parce que ça aurait très bien pu apparaître à un autre moment. Ça apparaît à ce moment-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Il n'y a surtout pas une réponse, c'est pas parce que c'était en Italie, parce que la langue, c'est facile à expliquer. Mais ce qu'on explique, ce qui est expliqué, ne donne rien du tout de la cause. C'est une explication. Une explication n'est pas rendre compte de la cause. C'est autre chose, la cause. Hein. C'est la cause, c'est-à-dire ce qui cause quelque chose. Bon. Alors, ce que je vous disais la dernière fois, c'est que avant ce moment-là, dans l'opéra de Don Giovanni, de Mozart, il y a un moment qui n'a pas été remarqué par les plus grands, en général, parce que j'ai lu moi, hein, par les plus grands critiques, on les appelle comme ça, critiques, les plus grands commentateurs
de l'opéra, sauf un certain monsieur Oka, hein, qui actuellement n'est plus en vie, je l'ai gardé, il avait une culture, il était philosophe, enfin, évidemment, c'est pas uniquement quelqu'un qui débarque comme ça, quoi. Il débarque avec tout ce qu'il a rencontré jusque-là, hein, dans son rapport au savoir. Hein. Il y a donc quelque chose qui apparaît, qui est ce trio des masques, qui est quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est la fin du premier acte, où les trois qu'on vient de voir, c'est-à-dire les deux femmes, et Elvire, Doña Anna et celui qu'elle aime et qu'il aime, qui est donc Don Ottavio, qui est un ténor, mais les ténors à ce moment-là ne sont pas encore au niveau, vous n'avez pas beaucoup entendu chanter, mais c'est pas du tout au niveau du 19e. Le ténor, il va être au moins une tierce au-dessus de ça. Hein, bon. Alors, il y a un moment particulier qui est un moment, on pourrait dire, de dessaisissement total, où les trois là arrivent avec des masques, hein, et aussi un costume particulier, hein, et ils s'arrêtent à un moment. Alors ils arrivent gonflés parce qu'ils ont enfin trouvé le salaud, le traître, l'ordure qu'il faut absolument mettre à mort, que le grand Don Juan. Puis tout d'un coup, tout se dégonfle. Tout se dégonfle, et il y a un moment particulier où ils enlèvent leur masque. Et tout ça, avant, quand ils sont masqués, ils chantent, et quand ils enlèvent le masque, c'est le silence. Ce que j'ai essayé de vous transmettre la dernière fois, c'est que ça, c'est quelque chose de tout à fait important, le silence, pour autant qu'on pourrait dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de théâtre du tout. Il n'y a plus que la musique, et la musique vient du silence. On pourrait dire quelque chose comme ça. La musique, elle vient du silence, mais elle ne se donne pas comme ça, c'est-à-dire que elle s'entend particulièrement dans le silence. Et puis après, les choses reprennent, etc. Bon, il y a donc ce moment-là. Après, dans cet opéra de Mozart, il y a les arias des deux personnages féminins qui sont en jeu. Il y a aussi un autre personnage féminin, mais enfin je le laisse un peu de côté parce que je prends les deux importants. Et puis à la fin, il y aura donc le final avec la rencontre, alors on dit du commandeur. Je ne crois pas que c'est le commandeur, bien sûr, c'est une statue qui avance, alors ça c'est extraordinaire, ça venait de venir. Nous allons aller voir la statue qui avance et qui chante ce soir. Ça c'est sûr que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Mais on pourrait très bien dire que c'est pas le commandeur, c'est pas le père de Doña Anna, il a été tué, mais bon, on l'a vu, il est parti. Si on veut être un petit peu comme ça. Hein. Bon. Et on pourrait dire, au moment où Doña Anna chante son aria, il est symbolisé pour elle. C'est fini, il est enterré. Il est enterré. Elle a un autre rapport à son père. Donc, il n'y a aucune raison que cette statue qui vient, là, soit la mort du père de Doña Anna qui revient. Aucune, si on veut être logique. Sauf si on est pris par ses pensées. Ça, c'est autre chose. Donc, on peut dire que c'est la mort qui apparaît là. La mort qui apparaît, figurée, représentée, et qui vient dire quelque chose. À quoi va répondre Don Juan? Par la musique, et non pas par les mots. Bien sûr qu'il y a des mots. Et en fait, toute la question est celle de savoir, comme dans chacun d'entre nous, comment il est possible de répondre à ce trou dans le savoir qu'est la mort. La mort, c'est le je ne sais pas, finalement. C'est si on veut prendre ça en termes, non pas en termes de pensée et de représentation, mais en termes d'être parlant, en termes de langage, c'est le moment où je ne sais pas la mort. Je ne sais pas. Il y a un trou. Je ne sais pas. C'est ça la mort, d'une certaine manière. Donc, ça, alors, on en a déjà parlé, mais ce que je voulais insister, alors je reviens sur l'aria, que vous avez entendu tout à la fin, de Doña Anna. C'est très compliqué. C'est très compliqué à interpréter, et vous avez entendu à certains moments qu'il y a des sauts, à peu près de... Elle prend appui sur une note qui est un La, ou je ne sais plus, c'est un Ré, c'est plutôt un Ré ou un Mi, hein, elle fait un saut à peu près d'une quinte, à peu près. Hein. Et le problème, pour moi, il est le suivant, parce que quand on apprend, selon une certaine technique, c'est celle que j'apprends, qui est donc la technique italienne, véritablement, hein, quand on fait un saut comme ça, on ne chante pas la note
sur lequel on prend appui d'une certaine façon, et puis on s'arrête et on chante celle du haut. Le problème, c'est le legato. C'est-à-dire qu'on part de la note là, hein, et on pense déjà à la note du haut, mais il n'y a pas de rupture entre les deux. Or, chaque fois, ti, ça va pas du tout, ça. C'est foutu, il n'y a plus rien. C'est comme ça que c'est chanté. J'ai écouté beaucoup d'enregistrements, c'est toujours chanté comme ça. Il faudrait un Domingo, là, pour chanter autrement. Il faudrait une Mirella Freni pour chanter autrement. Il faudrait une Calas pour chanter autrement, ça. Ils ne chanteraient pas comme ça. Il faut joindre à ce moment-là ce qui est au niveau de départ, puisque c'est un point de départ, un point d'appui, un point de départ, pour faire quoi, ce qu'on appelle le slancio. Il faut monter ensemble. Donc on pousse complètement la voix. Je ne peux pas le faire parce qu'il faudrait que la voix soit échauffée. Bon, il va bien faire ça. Hein. Donc je ne vais pas vous le faire là, comme ça. Mais donc il faudrait faire 10-15 minutes de vocalisant. Mais tout ça pour montrer qu'il y a, si vous voulez, dans ce je sais pas comment dire dans le corps humain, c'est pas le corps humain, dans la façon de, parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand on fait ça, quand on sait le faire. Bien sûr, on pense un peu à ce qu'on chante, évidemment, mais il y a quelque chose dans le corps qui s'exalte en même temps. Parce qu'en même temps, vous faites ce mouvement-là pour chanter. Donc il y a quelque chose en plus qui vous fait passer de bas en haut, véritablement. Mais quand je fais ce mouvement-là, vous voyez, c'est pas mes épaules qui montent, c'est pas ça, hein. C'est le mouvement, les épaules ne bougent pas. C'est uniquement que remonte. On se dresse, on pourrait dire, sur les hanches. Et c'est les reins qui font monter, quoi? Eh bien, le thorax. Hein, c'est-à-dire qu'on pousse comme ça vers le haut. Bon. Eh bien, à ce moment-là précis, quand ça a lieu, et que l'aigu sort, il y a effectivement quelque chose d'innommable, d'insaisissable, qui est perçu, bien sûr, un peu par le chanteur, et qui devrait être perçu par celui qui l'entend. Et ce mouvement-là particulier, cette façon de faire sonner le réel, hein, c'est quelque chose que vous voyez qu'on peut trouver, en quelque sorte, je ne sais pas si on peut le trouver, je ne connais pas bien, parce que ça ne m'intéresse pas particulièrement pour le moment, Handel et tout ça, mais je ne crois pas qu'on peut trouver ça comme ça. Hein. Alors l'opéra français, je connais un peu Rameau, mais je n'ai pas trouvé ça chez Rameau. Vous savez, il y a toujours une bagarre entre les Italiens et les Français à propos de l'opéra. Évidemment, les meilleurs, c'est les Italiens. Hein. C'est ce que disait Rousseau par rapport à Rameau. Bon, il y a toujours la querelle, c'est la querelle des bouffons, c'est ça, vers les années 1750 à peu près. Bon, eh bien, ce mouvement particulier qui peut permettre de faire entendre ce quelque chose d'insaisissable, je crois que c'est ça qui est une façon de parler de ce qu'on appelle, là dans la situation précise, le deuil. C'est-à-dire le fait que elle n'est plus du tout là où elle était, c'est-à-dire au niveau de son propre démonisme qui lui faisait, alors je parle de Doniana, qui lui faisait revendiquer la vengeance, d'une part, évidemment, hein, d'autant plus qu'il semble qu'elle-même ait été séduite par Don Juan, hein, dans la première scène. Mais ça, c'est l'histoire, c'est le livret. Hein. D'une part, la vengeance parce qu'il a tué son père, bien sûr, hein, et puis tout ce qu'il peut y avoir comme ça de fierté, de noblesse. Elle est Donia Anna. Je fais de la tutelle. Elvire n'est pas une Donia. Hein. C'est une noblesse, c'est une aristocratique, Donia Anna, c'est pas n'importe qui. Hein. Son père, je crois que c'est un comte ou quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a tout ça où c'est, on ne sait plus. On ne sait plus où c'est. Alors ce qui est étonnant, c'est que quelqu'un, ce super musicien qui s'appelle Berlioz, par exemple, après va dire, qu'est-ce que c'est que cette aria-là de Donia Anna qui n'a aucun sens, qui la rend bête quand elle le chante. Vous voyez, l'histoire, la question de percevoir quelque chose dans la musique, c'est quelque chose de très, très singulier,
Et je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui.